Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube où vous y retrouverez du contenu exclusif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Discord de Magic C'est Chic, on est très actifs. Alors sans plus attendre, on détape, c'est permanent, on pioche, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce double épisode du Pince Crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur le fantasme de tout un chacun, comment devenir meilleur à notre TCG préféré, mais pas que. Aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude d'invités très chouettes et on va parler un peu de développement personnel autour de notre jeu de cartes. Donc disons que Magic ça va être un peu le prétexte pour parler de sujets qui m'intéressent en fait et j'avais très envie du coup d'en discuter avec des gens qui sont qualifiés pour ça, enfin je crois. Ce soir du coup je suis avec JE, Jean-Emmanuel Debras et Adibou. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, ça marche. Alors je crois dans la phrase de Bambi, c'était pour moi. Moi je suis quelqu'un qui joue à Magic depuis le collège, qui a une petite période de creux et qui au détour d'un enterrement de vie de garçon a dit à ses potes regardez, on joue à Magic. Ils étaient en mode waouh, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Et en fait maintenant toutes les semaines on joue en commando ensemble depuis presque 10 ans. vous me connaissez probablement de Magic l'Assemblée parce que j'ai fait quelques Sol Ring avec ce bon vieux Bounds et Jojo, parce que j'ai la chance d'avoir Magic l'Assemblée qui aime bien ce que je fais, que ce soit mes streams ou ma manière d'en parler, et du coup me mettre sur certains events comme le Standard Showdown ou le MH3 ou l'Assassin's Creed d'ailleurs qui a eu l'initiation il n'y a pas longtemps. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis très création de contenu, jeux vidéo, pop culture, manga et évidemment TCG. J'ai eu la chance et l'extrême honneur aussi, même si c'est pas du Magic l'Assemblée donc on va pas le dire trop fort, mais de commenter le premier Lorcana Challenge à Lille. Ça c'était la classe. Ouais, ça mec, c'est un vrai délire avec Maxildan et Ketal. Franchement quand j'y repense je suis en mode mais quelle chance j'ai eu. Donc voilà, les TCG c'est la vie, on mange bien cette année, big up à Star Wars, on attend Altered. Mais bon c'est vrai que dans le Kokoro, Magic c'est en intraveineuse. Et alors Jean-Emmanuel Debras, qui êtes-vous ? Moi, contrairement à Adibou, je suis pas trop multi-TCG. Je fais vraiment du Magic et que du Magic. J'ai aussi commencé à l'époque du collège, mais j'ai vraiment fait que ça. Hein. J'ai pas fait de pause, contrairement à beaucoup. Et depuis 2018, ça marche bien pour moi. Je suis devenu joueur professionnel. J'ai fait partie de la Magic Pro League, donc pendant 3 ans, l'espèce de ligue internationale qu'ils avaient mise en place autour du jeu quand ils cherchaient à en faire un e-sport. Et depuis que ça a pété, je suis resté joueur pro avec des revenus moins réguliers, mais on fait avec, hein, on gagne suffisamment pour que ça tienne. Et parmi mes perfs, je suis notamment champion du monde par équipe en 2018 comme capitaine de l'équipe de France. Oui, bravo. Et champion du monde individuel l'année dernière. Ouais. Oh, le CV incroyable. C'est clair. Et t'as un petit peu menti parce que je crois pas me tromper en me disant que tu bosses sur Altered. Alors j'ai bossé sur Altered, j'ai fait partie de la première play team l'été dernier quand ils commençaient à tester leur core set, leur édition de base, mais depuis ils m'ont pas repris parce que j'avais trop d'actu Magic, donc j'étais pas dispo autant que d'autres. Mais ouais, j'ai bossé un petit peu sur Altered. Ok, ça roule. Moi j'aime bien faire mentir les gens, c'est ma passion. Alors ce soir, du coup, on va découper ces épisodes en deux. Et la première partie, il n'y aura pas de jingle, mais si vous voulez faire un jingle, vous pouvez avec la bouche. Mais il n'y aura pas la première partie, c'est comment devenir meilleur, tout simplement. Et pour ça, je me suis dit que rien de mieux que de s'entourer de gens qui savent mieux jouer que moi. Avant toute chose, pour commencer, j'avais une question qui est pour moi importante. C'est ce que j'aime bien faire en général en début de podcast. Voilà, je vous donne un petit tips. C'est recentrer un peu sur le sujet de base. Comment est-ce que vous considérez votre niveau de jeu, tous les deux, à Magic ? Est-ce que vous êtes considéré plutôt comme étant quelqu'un d'excellent, de moyen, de mauvais ? Bon, je pense qu'avec un CV comme champion du monde, c'est compliqué de se considérer comme étant mauvais, mais comment vous vous considérez ?
Bah JE, je t'en supplie, hein. Ok. Bah du coup c'est difficile de répondre à cette question avec modestie, mais je vais essayer quand même. Je pense que je suis plutôt bon à Magic hein, dans l'absolu, si on compare à la moyenne des joueurs. Hein. Après, il se trouve que Magic c'est un jeu extrêmement complexe avec beaucoup de profondeur. Donc je pense que peu importe ton niveau de jeu, t'as toujours beaucoup à apprendre. Ta progression elle est jamais terminée. Après avoir gagné les championnats du monde, j'avais tweeté un truc du genre le jeu n'est jamais fini parce qu'il y a des gens qui me disaient ouais t'as fini le jeu et en fait ça me plaisait pas trop comme idée parce que bah d'une part j'avais envie de continuer à jouer quoi, ça me brûlait toujours et d'autre part j'ai l'impression que je fais encore plein d'erreurs et je pense que plus tu progresses, plus tu vois tes erreurs aussi, plus tu vois des erreurs de plus en plus advanced que tu vas faire. Donc voilà, je suis peut-être très bon à l'échelle de la planète, genre je suis probablement dans les 10 meilleurs joueurs du monde actuel et peut-être même plus haut que ça, mais ça m'empêche pas de faire plein d'erreurs et de continuer à progresser. Ok, c'est une belle analyse, tout en modestie, comme toi en fait. Merci. Il est bon, hein. Y a rien à dire, il est bon, JE. Et toi, Dibou? Bah écoute, je pense que ça va varier. Je pense que ça va vraiment dépendre de plein de facteurs. S'il fallait être en mode global, je pense que je suis pas mauvais. Je pense que je suis meilleur entre guillemets que la moyenne des joueurs. Mais tu me mets dans les pattes à deck en standard, je perds tous mes moyens. Même si j'étais pas mauvais avec Raffine, clairement c'est parce que le deck est bon et pas le pilote que j'ai pu faire quelques perfs sympathiques lors du standard showdown. Quand tu mets du moderne entre les mains, pareil, je parle javanais. Je vais surtout être bon, je pense, lorsqu'il s'agit de deck commandant. Lorsqu'on joue en EDH, je pense que je me défends. Après, j'ai une façon de voir les choses et une façon de jouer qui n'est peut-être pas celle du tout venant. Contrairement à JE, et je respecte et je salue fort le fait d'être toujours à fond quand on joue, de ne prendre aucune game à la légère. Moi, au contraire, j'ai une autre façon de voir les choses. Et en fait, cette autre façon de voir les choses fait que je suis pas tout le temps compétitif, voire peu compétitif. Moi, la compétition, je n'aime pas la vivre en tant que joueur. J'aime la vivre en tant que commentateur, en tant que spectateur. C'est pour ça que j'ai choisi d'être caster de base. Et du coup, c'est très difficile de se positionner. Donc je pense connaître les bases. Je pense que quand je reconnais une mécanique qui me plaît, des cartes qui synergisent, bah ouais, je suis pas un âne quoi. Mais clairement, je suis pas le meilleur à la table et ma façon de voir les choses est peut-être pas aussi aiguisée et affûtée que des gars qui, eux, ou des nanas d'ailleurs, jouent vraiment au jeu avec cette envie de perf, voire de surperf. Ok, c'est vrai que c'est une question que je m'étais pas posée avant du coup de commencer à écrire cet épisode et je pense aussi avoir un peu cette acuité en termes de jeu. Moi je sais que j'arrive à lire des boards assez facilement. Ça c'est quelque chose que j'arrive à faire et à retenir plein d'informations en même temps sur un board, surtout sur un board de multijoueur. Et je pense que comme d'autres joueurs de ma boutique, j'excelle surtout en politique et en manipulation. Ouais, pas mal ça. Très bien. Et du coup, bah, ça veut dire quoi être bon en fait? Qu'est-ce que ça veut dire être bon à Magic? Très franchement, très vaste question. Ouais, JE, je pense que JE et moi en plus, enfin c'est marrant qu'on soit ensemble sur ce podcast. Je pense qu'on n'a pas la même façon de penser. Donc je serais curieux d'entendre. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée de vous avoir tous les deux. Bah, c'est vrai que moi, en tant que compétiteur, quand on me dit être bon à Magic, je pense immédiatement niveau de jeu technique, donc capacité à prendre les bonnes décisions en situation. Moi, je pense pas mal dans le... Genre une fois que je suis déjà dans la partie, parce qu'il y a aussi tout l'aspect deck building, etc., qui fait partie du niveau à Magic. Mais moi, ça a jamais été le truc qui m'a le plus intéressé dans le jeu, en fait. Genre si on prend l'exemple du draft, par exemple, il y a des gens qui seraient prêts à refaire des phases de draft encore et encore sans jamais jouer les parties. C'est pas du tout mon cas. Moi je pourrais jouer des games avec des decks qu'on me met entre les mains à la chaîne et sans jamais passer par la case deck building si c'était possible. Alors évidemment j'ai dû apprendre à deck builder au fil des années et je suis devenu pas mauvais à ça. Mais voilà, c'est pas le truc que j'ai en tête en premier. Donc ouais, moi quand on me dit être bon à Magic, bah, je pense prise de décision dans une fenêtre de temps réduite, capacité à se projeter plusieurs tours à l'avance dans une partie, tout ce qui fait la stratégie.
de Magic. Et du coup, toi, c'est plus le côté pilotage que vraiment le côté deck building qui, pour toi, est le plus important. Ouais. L'idée. Après, moi je suis amené à faire les deux, hein, évidemment, parce que quand un nouveau set sort et que le metagame est encore indéfini, t'es obligé de t'entraîner à builder, t'es obligé d'essayer de trouver des idées, parce que si tu te contentes de reprendre ce qui existe déjà, tu vas jamais avoir d'avance sur le format, et donc tu limites tes chances de perfer à haut niveau. Mais clairement, c'est pas ma force principale en tant que joueur, et j'ai beaucoup de chance de souvent teamer avec des gens comme Thierry Ramboa ou Elliot Bousseau, deux streamers français, qui eux sont très très bons sur prendre de l'avance sur le metagame en fait. Et toi, Dibou, c'est quoi pour toi être bon à Magic ? En fait, j'ai l'impression que la définition de JE, c'est celle de base, entre guillemets, la plus courante, celle qui te vient en tête en premier. Genre vraiment, littéralement, mais je dirais que c'est c'est le pile, c'est le recto, et il y a un verso à ça, en tout cas pour moi, qui est le fait d'avoir juste un deck qui fonctionne sans avoir besoin de gagner. Moi j'ai l'impression, tu vois, que être bon à Magic, pour beaucoup, il y a la finalité de gagner. Il faut gagner. Si t'as beau être le meilleur pilote du monde, si tu gagnes pas ta game, t'es nul. Genre, ça sert à rien, tu vois. C'est peu importe les manières d'y arriver, il n'y a que la win qui fait que on te considère comme bon ou pas bon. Et là-dessus, moi, c'est plutôt l'autre versant qui va m'intéresser. Et c'est ce qu'on voit surtout à Sol Ring, puisque je n'ai jamais gagné à Sol Ring au moment où on enregistre ce podcast. C'est que moi, je considère que j'ai été bon quand effectivement il y a tout ce qu'a cité JE, qui est présent dans le tas. Mais surtout, lorsque le deck que j'ai construit, parce que moi j'adore le deck building et ma partenaire de vie en a marre, dès que je suis en train de construire un deck, je te jure que je passe. Il y en a partout. Mais il y en a partout, et en vrai je ne fais que regarder, et ça peut me prendre des semaines, genre vraiment c'est terrible, mais moi ça me fait kiffer, et du coup j'ai envie que mon deck fasse ce qu'il est censé faire. Et à partir du moment, dans de multiples games, il y en a toujours une ou deux où peut-être si tu fais rien, soit tu te fais contrôler, soit les cartes elles sortent pas, voilà, ça arrive. Mais que globalement, dans la majorité des cas, comme mon deck, je lui demande de créer des tokens, il crée des tokens. Quand je lui demande de faire son combo, il fait un combo. Quand je lui demande de jouer sacrifice, il fait son sacrifice propre, etc. Que j'ai mes bons moteurs et tout. Pour moi, quand moi ça fait ça, ou quand mes potes, parce que moi j'ai un playgroup composé d'amis, donc on est amis et demi en plus de ça, ce qui fait que politiquement parlant, des fois c'est très drôle ou pas, hein, genre vraiment des fois tu te fais contrer des sorts, t'as envie de te jeter par la fenêtre, par pure méchanceté de la part de ton meilleur ami. True story, c'est arrivé il y a 2 jours. Tu vois. Petite dédicace pour lui. Petite dédicace à PA, salopard. Voilà. À partir du moment où ton deck fait quelque chose, pour moi, c'est que t'es un bon joueur. Parce que ça veut dire que t'as réussi à bien le construire et à bien le piloter. Et après, peu importe que tu gagnes ou pas. Mais j'entends totalement que dans l'esprit des gens, de manière globale, sans jugement aucun, en fait, ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est gagner. J'aime bien j'aime beaucoup parce que j'avais fait un peu exprès de choisir vos deux profils parce que je savais que vous alliez avoir des profils qui sont très différents. Je pensais pas que ça serait aussi opposé, mais c'est chouette. Il y a une phrase qui me marque beaucoup. Je crois que c'est une citation de The Office. Belle rêve. Ok. Alors, je n'ai jamais regardé The Office, mais évidemment, je vois des mèmes partout sur Internet, donc je suis un homme de la culture d'Internet. C'est un des personnages qui dit que des fois, tu as beau prendre toutes les bonnes décisions, tu peux quand même perdre. Et je pense que on en discutera plus tard quand on parlera un peu de la variance du hasard et tout ce bordel, mais je pense que ces deux profils-là sont hyper importants pour un joueur de Magic parce que effectivement, tu peux être le meilleur pilote du monde, si ton deck il sort pas, il sort pas en fait. C'est comme ça. Ouais. Et d'un autre côté, tu peux très bien avoir le meilleur deck du monde, si tu sais pas le piloter, tu vas rien faire en fait. Tu peux pas gagner non plus. Et il y a cette espèce de mélange et de pont entre les deux en fait qui est hyper important, je pense, pour devenir bon à Magic en fait, ou en tout cas se qualifier en tout cas de bon à Magic. C'est à la fois de savoir utiliser les armes que tu as à ta disposition et surtout de les comprendre et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là. Parce que des fois, comme disait JE, des fois quand tu vas juste prendre des decklists sur internet, t'auras beau être le meilleur pilote du monde, si tu comprends pas la philosophie du deck, ou si tu comprends pas pourquoi est-ce que la carte elle est là dans le deck et qu'il y a une raison pour ça, et tu vas passer à côté de quelque chose en fait. Et je pense qu'il y a un pont entre les deux qui est hyper important en fait à avoir. Et là, je suis en train de croiser les doigts devant ma table depuis tout à l'heure, personne ne les voit, mais c'est pas grave. Non, mais t'as
totalement raison sur le fait qu'il y a un pont. Je pense pas qu'on ait dit des trucs fondamentalement opposés. En fait, c'est juste une question de. On se concentre principalement sur des choses différentes, mais au final, les deux sont synergiques. Et quand tu apprends à devenir un meilleur joueur, genre quand tu enchaînes les parties, bah, tu te construis aussi une vision stratégique qui va t'aider à mieux builder. Les meilleurs builders du monde, les gens qui créent les formats, c'est toujours, alors c'est peut-être pas les tout meilleurs joueurs techniques, mais c'est quand même des gens qui ont une assise très solide, les Sam Black, les Matnas, les gens comme ça, ils ont passé des années dans des teams avec les meilleurs joueurs du monde, et donc ils sont capables de leur prendre des parties, ils sont capables de les outplay de temps en temps. Genre je pense que c'est un peu une illusion de se dire, parce qu'il y a des gens qui se définissent comme deck builder principalement, et qui estiment pouvoir rivaliser avec les meilleurs de la planète là-dessus, genre avoir des idées vraiment innovantes, etc. Et à un moment, si t'as pas... si t'es pas capable de visualiser comment les parties vont se dérouler contre des bons joueurs, bah tu vas pas réussir à optimiser ton deck building, tu vas pas réussir à affiner autant que ces gens-là. Donc ouais, je pense que il y a un va-et-vient en fait, et c'est pour ça que t'es obligé de faire du deck building aussi. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans la réponse d'Adibou tout à l'heure, c'est l'idée que si tu gagnes pas, ça sert à rien. Et je pense que, bon, évidemment, il y a une part de vérité là-dedans, parce que bah, moi, si je peux en vivre, c'est aussi parce que je gagne des parties. Mais je pense que c'est un peu délétère de penser comme ça, en fait. Genre, en fait, c'est une réalité, mais que, à mon sens, tu dois un peu mettre de côté si tu veux devenir meilleur à Magic, si tu gagnes ou pas tes parties. C'est plus une conséquence, en fait, de ton amélioration en tant que joueur. Genre, tu joues et tu deviens meilleur, et en conséquence, tu vas gagner des parties. Mais si tu te concentres trop sur le résultat, à savoir gagner des parties, c'est pas comme ça que tu progresses le mieux, en fait. Parce que bah, il va y avoir des parties que tu gagnes en ayant joué comme un chien, il y a des parties que tu vas perdre en ayant très bien joué, et si t'arrives pas à dissocier mentalement les deux, tu vas pas retenir les bonnes leçons des games que tu joues. Ouais, non, bah là-dessus, franchement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, alors ça fait très psychologie de comptoir, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, et on est là peut-être pour même en commentaire, hein, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez, mais Magic, c'est ou c'est devenu, je sais pas trop comment l'amener, une sorte de marqueur social. Et je trouve que il y a des gens qui vraiment créent une sorte de super avatar. Tu vois, dans la vie, on est ce qu'on est. Créateur de contenu, vendeur, champion du monde, commercial, premier ministre, infirmier, peu importe, tu vois. Mais quand on joue à Magic, on n'est plus la même personne. Et en fait, on a envie d'être fort à Magic. On a envie d'être bon à Magic. Et ça ne se passe que par le prisme de la victoire. J'ai vraiment joué avec des personnes qui étaient en mode peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'était il faut que je gagne par n'importe quel moyen. Et alors que les games étaient exceptionnels, où tout le monde a pris son pied, bah comme la personne n'a pas gagné, bah c'était en mode... Tu sais, tu les connais les joueurs, tu sais, qui soufflent à la table, qui arrêtent pas, gna 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 gna. Une fois c'est marrant quand c'est tes potes et tout, c'est rigolo, la mauvaise foi ça fait partie du jeu. Mais quand c'est 1h30 comme ça, t'as juste envie de prendre tes cartes et rentrer chez Watt, tu vois, c'est assez relou. Et je trouve que même si fondamentalement t'as raison JE, je dirais qu'il faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que je disais, j'aimais pas du jugement pour les personnes qui sont comme ça, chacun est bien comme il est. Mais j'ai l'impression que ça existe et que ça existe plus que ce que l'on pense. Des gens qui vraiment sont en mode, moi je joue à Magic pour gagner parce que c'est comme ça que je m'évade, parce que c'est comme ça que bah, j'ai l'impression d'être fort. C'est mon univers, et dans cet univers, pour tous les fans de JJK, extension du territoire, et tu fais le moindre mouvement, en fait je t'éclate parce que c'est mon territoire à moi. Bah c'est pour déconstruire un peu tout ça et le remettre un peu plus à plat, c'est un hobby. Et un hobby comme un autre, en fait, on va dans un hobby pour s'évader et pour sortir de notre quotidien, sortir des choses qui nous emmerdent, sortir de notre boulot. Bon, du coup, ça s'applique moins à toi, Gigi, parce que c'est ton boulot. Ouais. mais du coup, oui, je pense que, en tout cas, quand il y a la part de hobby qui rentre dans l'équation, c'est quelque chose dont on veut s'extraire en fait de notre vrai monde, de la réalité véritable, où mon boulot c'est de la merde, je passe je sais pas, j'ai un membre de ma famille qui est malade ou n'importe quoi, enfin vraiment un truc qui pourrait vous plomber. Et du coup, bah la victoire c'est un accomplissement en soi, c'est un marqueur, c'est pour dire ok j'ai réussi quelque chose. Néanmoins, je suis d'accord avec JE sur le fait que compétitif ou pas, la victoire, c'est une conséquence.
je vais citer encore, j'avais une autre citation parce que pour moi ça c'est vraiment un credo dans Magic, et c'est un credo avec lequel je vis à chaque fois que je fais une partie. Je joue pas à Magic pour gagner, je joue à Magic pour devenir meilleur. C'est le prof de Tolarian Community College qui a dit ça, et depuis qu'il a sorti cette phrase, moi cette phrase elle me suit en fait à chaque fois que je fais une game, ou à chaque fois que j'ai un bout de carton entre les mains, et j'adore cette phrase, parce qu'effectivement je joue, en fait gagner c'est bien, parce que gagner ça veut dire que ça valide un peu tes acquis, ça valide tes décisions, et puis en plus il y a toute l'endorphine qui va avec derrière, t'es super content d'avoir gagné, etc. Ou pas d'ailleurs, parce que des fois tu gagnes mais tu sais même pas comment. Mais je trouve que jouer c'est s'évader, et c'est important de pas perdre cette notion-là, en tout cas dans l'aspect hobby, encore une fois. Bon, en fait, du coup, tu t'évades encore, JE, toi, de ton côté, quand tu joues à ouais, Magic? Ouais, bah quand je cube, non mais je vais chercher des formats qui sont pas ceux que je joue en compétitif pour m'évader, c'est sûr. Mais oui, j'y arrive encore, et honnêtement, le jour où je prendrai plus de plaisir à cuber, je pense que juste j'arrêterai Magic en fait, parce que ouais, j'ai besoin aussi de prendre du plaisir à ce que je fais, sinon je joue mal en fait. C'est aussi un élément important qu'on n'a pas mentionné, mais si tu veux devenir meilleur à Magic, bah faut que t'aimes ça, parce que des parties tu vas en enchaîner, et les tournois c'est long, et si tu prends pas du plaisir à ce que tu fais, tu t'iras nulle part. Ça, c'est Reed Duke qui donnait ce conseil, quand on lui demande comment être meilleur à Magic, c'est vraiment le premier truc qu'il dit, c'est il faut que tu aimes assez le jeu pour vraiment bouffer des parties encore et encore et encore, parce que t'as besoin de faire du volume pour devenir bon, et tu feras pas de volume si tu aimes pas ça. Donc c'est un peu la base, c'est pas forcément très applicable comme conseil, parce que bah on aime ou on n'aime pas, mais voilà, faut avoir conscience de ça aussi, c'est un investissement important, et il faut que ça reste agréable. Et puis il faut avoir aussi l'opportunité de le faire, de faire du volume. C'est-à-dire que ouais. Bon, maintenant il y a Magic Arena, donc, ou MTGO, même si MTGO c'est dégueulasse, mais il y a des manières un peu détournées de bouffer du Magic, mais je pense qu'il y a aussi faut avoir la possibilité et avoir le temps et l'argent pour pouvoir se permettre de dire allez, je vais bouffer du Magic. Là, j'allais dire contre-exemple, carte face cachée, hop, tu es tombé dans mon piège, Bambi. Même si pour le coup on est d'accord, toi et moi, c'est que il y a des vieux de la vieille ou des formats qui sont pas forcément très adaptés sur Magic Arena. Clin d'œil, EDH, clin d'œil, les gens qui ne jouent qu'avec du papier. Moi je ne supporte pas de jouer en numérique, alors que pourtant MTG Arena c'est une frappe intersidérale. Quand on me demande à chaque fois hey, si je veux jouer à Magic, je commence par quoi? Le premier truc que je leur dis, c'est mec, Magic Arena pour les bases, pour les règles. Et après, tu t'achètes un pack commandant ou du standard, tu fais ce que tu veux, mais vraiment commence par ça. Et du coup, c'est compliqué de trouver le temps. Honnêtement, quand je peux faire une game, enfin 3 games du coup par semaine, on vient un soir, tu sais, les fameuses soirées, pizza, bière ou ce que tu veux, ou jus de fruits ou coca, et tu fais 1, 2 ou 3 games selon la durée de chacune. Bah mec, t'as pas le temps quoi. T'as pas le temps de manger. Et pourtant, je t'assure que je rêverais de jouer 3 à 4 soirs par semaine en EDH. Hein, genre vraiment, je serais accro de fou. Mais on n'a pas tout ce loisir là. Et c'est ce qui renforce le fait, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui renforce le fait de dire on a besoin de s'évader, on a besoin de s'amuser, mais si ça doit passer par le fait de gagner, en fait, dans toute une semaine de tir, hein, ta fenêtre c'est 7 jours, t'as une seule soirée pour gagner. Et si tu perds, pendant 2 semaines, ta vie elle est nulle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est vachement intéressant, parce que du coup moi j'ai évidemment pas cette perspective là parce que je joue beaucoup, et je pense que c'est effectivement plus facile de se détacher des résultats quand tu joues énormément de games et que tu peux oublier en fait, tu attends pas la prochaine fois. La prochaine c'est dans 2 minutes quoi, donc ça va. Ouais, complètement. Mais juste pour revenir sur cette notion de aimer la victoire ou pas, enfin avoir besoin de victoire ou pas, genre, je suis un compétiteur, hein, qu'on soit d'accord, moi aussi je kiffe gagner des parties, c'est évidemment un truc qui me motive, et si j'avais pas ce fire là, j'en aurais pas fait ma carrière, mais je trouve une image qui est intéressante pour comprendre la nuance que je fais, c'est imagine ton objectif c'est une cible et tu tires à l'arc, j'ai jamais tiré à l'arc de ma vie, donc mais je trouve que c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même assez visuel comme façon de le dire. Si ta cible c'est la victoire et que tu tires, tu vas atterrir à côté parce qu'il y a du vent. Le vent c'est la variance.
Et si si à la place de viser la cible, tu vises légèrement à côté, et le légèrement à côté, c'est essayer de maximiser ton win rate, enfin maximiser la qualité de tes plays en fait. Donc l'amélioration, le développement personnel, le sujet de l'épisode. Si c'est ça ta cible et que tu vises ça, tu vas atterrir dans la vraie cible qui est la victoire. Mais il faut que tu te décales un peu mentalement en fait. T'as un petit décalage mental à opérer, parce que être toujours concentré sur la victoire en permanence, ça va te faire prendre aussi in-game des mauvaises décisions. Un truc qui est très courant, c'est tu te vois déjà en train de gagner une partie où t'es devant, et du coup tu penses pas à une carte qui pourrait faire revenir l'adversaire et tu rentres dedans. Ou tu te retrouves face à une décision qui ressemble à un coin flip, et au lieu de passer... au lieu de vraiment tanker sur quel est le 51%, quel est le 49%, autour de quoi je tourne dans les deux cas, tu vas voir la victoire toute proche et tu vas foncer sur le coin flip en te disant c'est trop beau, j'ai une chance 50-50 de gagner, 5000 balles, je vais la prendre, alors que tu aurais dû faire l'effort de pousser davantage la réflexion et maximiser tes chances. Donc c'est juste un petit décalage mental à faire en fait, ça veut pas dire que la victoire est pas importante, mais tu te donnes pas les meilleures chances de l'atteindre en étant concentré uniquement dessus. Il ne faut pas pécher d'orgueil. Ouais, c'est un peu une forme d'arrogance, ouais. Mais je pense que c'est juste un apprentissage qu'on fait tous dans la compétition, en fait. Parce qu'on a tous connu ces moments-là où on était très très près du but et on a échoué à rien parce qu'on était concentré sur les mauvaises choses, en fait. On s'est laissé rattraper par nos émotions. Donc voilà, bon, ça s'applique à la compétition, pas forcément à des soirées entre potes, hein, mais... En frère, des fois, parfois, il y a des gars à la table, c'est des glaçons, hein. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand un gars qui est focus, et parce qu'il veut la gagner celle-là pour ses propres raisons, et qu'il laisse transparaître aucune émotion, genre un petit rire quand on fait une vanne, etc., tu sens que le niveau step up en vrai, hein. Donc ce que tu dis est assez véridique, et même moi je me remémore le peu de fois où je jouais vraiment sérieusement, etc. Comme moi je suis quelqu'un qui est très sur l'émotion, d'où mon métier aussi, hein, qui est basé énormément là-dessus. C'est vrai que les moments où je perds, où j'ai perdu, c'est parce que je me suis laissé emporter par mes émotions. Mais ça c'est trop difficile à gérer, et c'est là où je me dis, pour gagner à Magic, ça nécessite, au-delà d'un contrôle de la variance des stats, etc. Donc déjà il faut avoir un gros cerveau, chose que moi je n'ai pas. En tout cas il faut vraiment s'entraîner beaucoup, faire plein de maths et tout, et je déteste ça. Mais il faut aussi contrôler ses émotions, et là frérot c'est pas pour moi. Là vraiment je peux pas, c'est trop difficile. Vraiment c'est trop compliqué pour ma part. C'est un apprentissage aussi, hein. En vrai c'est facile pour personne. Oui, on est tous esclaves de ses propres émotions, ça c'est sûr. Alors, on continue dans cette mouvance. Du coup, on a déjà élagué une bonne grosse partie du sujet. Comment vous faites, vous, Monsieur Deprat, évidemment, en tant que champion du monde, mais vous aussi, Monsieur Adibou, en tant que joueur casuel, comment vous faites pour vous améliorer dans Magic ? Ce serait quoi les conseils, et c'est quoi les choses que vous faites, que vous appliquez à vous-même ? On va commencer par Adibou, parce qu'à chaque fois, il se défausse sur JE. Non mais en vrai je pense que je vais avoir le point de vue de Monsieur Tout le Monde, et JE va amener du coup le point de vue de la grosse partie vraiment compétitive, genre comment ça se passe pour de vrai, qui va être super intéressante. Donc autant commencer par comment ça se passe pour de vrai, parce que sinon tout le reste c'est du pipi de chat. Ouais, c'est encore une fois ça dépend où tu mets ton curseur, mais je pense que on a très envie, enfin tu vois, moi qui suis le monsieur loyal comme tu m'appelais en off, et le monsieur Casus qui est totalement vrai, les gens qui écoutent ce podcast, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très pointus, d'autres un peu moins, mais je pense que on va plus se retrouver sur ce que je dis, là où JE va vraiment bombarder de trucs, je pense, hyper sympatoches et pas forcément prévus. Donc je pense que je vais commencer à répondre. Moi ce que je fais, c'est que je mange énormément de contenu. Donc merci à vous de faire du contenu, parce que c'est grâce à vous que j'essaye de m'améliorer jour après jour. Je regarde ce qui se passe, même si c'est pas forcément mon format, dans tout ce qui est Pro Tour, puisque moi comme je vous l'ai dit, je ne joue quasiment exclusivement qu'en EDH multi, en plus de ça, donc même pas, tu vois, du CEDH ou du duel commandant. Donc voilà, grâce à vous je m'améliore. En tout cas je mange énormément de théorie,
car vous l'aurez compris, j'ai très peu de pratique, j'ai pas le temps. Mais par contre, la théorie, j'en bouffe à plus savoir quoi en foutre. Je regarde énormément de decks, de ce qui se fait. Vraiment, je dois regarder au moins une fois par semaine est-ce que mes 9 decks ont évolué, est-ce que mes 9 commandants ont évolué, donc des H-Rec, Moxfield, etc. pour savoir qu'est-ce qui se fait. Tu sais, je suis un peu de la veille concurrentielle, tu vois. Je parle avec les potes, parce que nous, dans notre playgroup, on a une règle qui est un deck qui est fait ne sera jamais fait par quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai un tribal vampire, personne jouera vampire. Il y a un mec qui a joué sacrifice, enfin il a joué aristocrate, personne jouera aristocrate. Il y a un mec qui joue défenseur, personne jouera défenseur à part lui. Ce qui fait qu'on a vraiment une grosse un gros pool bien différent. Et du coup, quand tu as des questions, tu demandes à ton pote. Et du coup, c'est comme ça que tu échanges. Donc en vrai, moi, je m'améliore malheureusement non pas en jouant, parce que ça représente une trop faible partie du temps. Mais par contre, j'essaye d'appliquer tout ce que j'ai ingurgité de par les réseaux sociaux, de par YouTube, de par les sites spécialisés, de par les parties avec les potes. Donc moi, c'est comme ça que j'essaie de m'améliorer, et je me force aussi à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire il y a quelques années. Tu vois, moi j'aimais bien jouer mes éphémères même pendant mon tour. Des fois je me disais ouais, ça sert à rien en vrai de jouer son éphémère à la fin du tour du gars qui le précède pour vraiment être au petit. Et en vrai depuis quelques années je me force à faire ça, et c'est vraiment tout basique hein. Genre vraiment, il y a des mecs qui écoutent ce podcast et qui se disent mais c'est normal qu'il gagne pas Sol Ring à 10 bouts avec cette mentalité. Mais je suis sûr que c'est un truc qui paraît évident pour vous, mais qui n'était pas forcément pour moi il y a ça quelques années. Donc maintenant je fais le mec à jouer fin de tour mes 2 pauvres manas d'étape en faisant genre j'ai un contre-sort, mais pas du tout. Mais tout ça c'est de l'apprentissage, et ça a mis énormément de temps. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je suis sûr que J aurait plein d'autres exemples. Et si je pouvais parler avec lui vraiment genre 1 heure de coaching, il me dirait voilà ça c'est des trucs qu'il faut que tu appliques. Et je suis sûr que je deviendrais bien meilleur, mais le temps d'appliquer ça, mec, je ferais encore une fois plein de petites bêtises, c'est évident. Ah, tu m'offres la transition parfaite là, parce que du coup une des parties de ma réponse ça allait être jouer avec des gens meilleurs que soi. Alors idéalement, en fait je pense que bon, je vais parler de l'aspect social du coup, parce que c'est un truc qu'on n'a pas abordé mais qui est vachement important si tu veux progresser en compétitif et ailleurs. Il faut que tu trouves des gens qui ont approximativement ton niveau de jeu et qui partagent aussi des aspirations avec toi, parce que c'est comme ça que tu vas créer de l'émulation et que tu vas amener tout le monde à progresser. Donc ça c'est vraiment je pense encore plus que enchaîner les games ou consommer du contenu. Si tu veux faire de la compétition à Magic, le plus important c'est de te constituer un réseau de gens en fait avec qui tu partages ça, cette volonté de t'améliorer, et vous pouvez vous élever ensemble de cette façon, parce que tout seul t'atteins très vite des plafonds que tu pourras pas dépasser en fait si tu te contentes de jouer sur Arena ou sur MTGO. Donc ouais, des gens qui ont à peu près ton niveau, qui idéalement sont un petit peu meilleurs que toi, mais évidemment ça peut pas être le cas de tout le monde dans le groupe, il y a forcément quelqu'un qui va être dans la situation inverse. Mais du moment que votre niveau est assez proche, Magic c'est suffisamment complexe pour que vous soyez pas tous bons à la même chose en fait. Donc vous allez avoir des decks que vous jouerez plus ou moins bien les uns les autres, et donc vous allez pouvoir vous tirer vers le haut sur vos failles respectives. Et donc c'est pour ça que nous avant chaque gros tournoi, moi je fais ce qu'on appelle un bootcamp. Donc je vais aller m'enfermer pendant une semaine avec un groupe de gens également qualifiés, et on va s'entraîner ensemble. Et alors bon, il se trouve que depuis plusieurs années c'est souvent moi le meilleur joueur de ces bootcamps, parce que j'essaie de tirer vers le haut un peu la communauté française et que je teste pas dans des teams internationales, mais voilà, reste que je vais essayer de trouver des gens. Je vais toujours avoir avec moi un Thierry, un Elliot, un Nico, enfin voilà, quelqu'un qui a un niveau technique solide et qui va aussi pouvoir m'apprendre des trucs dans les parties. Et je pense que c'est un levier de progression super important. Un autre aspect qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est j'ai parlé du cube. Et ça, évidemment, pour moi, c'est un peu les vacances, genre c'est un peu ce que je fais pour me détendre. Mais je pense que c'est aussi un facteur de progression. Dans le sens où, alors pas forcément le cube, ça peut être d'autres formats, mais juste l'idée d'élargir un peu ses horizons et de jouer à d'autres formats, renouveler un peu sa compréhension du jeu, parce que chaque format a des trucs différents à t'apprendre en fait. En commandeur, typiquement, moi j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est un format où tu as un commandant tout le temps à disposition, donc le card advantage est très rarement un enjeu.
Et donc ça t'apprend ça t'apprend certaines choses, mais ça t'apprend pas à jouer des games low ressources où tu joues au top deck. En tout cas, beaucoup moins que d'autres formats. Donc voilà, c'est important de varier les formats aussi pour varier les apprentissages. Et le cube, c'est vraiment pour moi la quintessence de ce truc-là, parce que c'est un format qui est jamais le même en fait. En fonction du cube que tu draftes, donc un cube c'est un format de draft maison que quelqu'un a conçu, et donc en fonction de la personne dont tu draftes le cube, ça va pas être les mêmes enjeux. Il y a toujours des trucs qui se retrouvent, si c'est du Legacy Cube, il y a des cartes un peu iconiques que tu vas retrouver, mais ça va jamais être exactement les mêmes, et tu vas avoir des archétypes différents à chaque fois, des combos différents à chaque fois, et donc vraiment ça renouvelle en fait ça update ton logiciel quelque part. Ça te met dans des situations que tu n'as jamais vécues, et c'est comme ça que tu progresses. Ça t'apprend à improviser aussi. Donc ouais, voilà. Jouez dans d'autres formats. Ne vous enfermez pas. Ne vous limitez pas aux formats compétitifs parce qu'ils sont compétitifs en vous disant ça sert à rien que je fasse autre chose. Au contraire, non seulement ça vous donnera du plaisir, mais en plus ça vous apprendra, ça vous réapprendra des trucs que vous auriez peut-être oubliés sinon. Faut sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. C'est ça que j'aime bien dans Magic. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tous les trois on y joue, mais c'est que le jeu est tellement riche en fait. Avec ses 30 plus années d'existence, il y a tellement de choses qui existent dans ce jeu en fait, qui font que en fait, tu peux vraiment aller chercher un peu tout et n'importe quoi. Et même si tu as effectivement des trucs que tu préfères, comme le pionnier, ou le moderne, ou le draft, ou des choses comme ça, si tu as l'opportunité aussi, évidemment, mais si tu as l'opportunité de tester d'autres formats, de jouer de manière différente à Magic, fais-le. Juste fais-le, parce que ça te permet de voir des cartes sous un autre prisme. La dernière fois, j'ai un exemple que j'ai en tête. Je joue énormément en Commander, de moins en moins, mais je joue de moins en moins à Magic, mais bon, c'est une autre histoire. Mais je joue énormément en Commander, et il y a une fois où j'ai fait une game de Legacy. Parce que voilà, j'avais envie de faire une game de Legacy, et on m'a prêté un deck, et du coup, le mec jouait Cloudpost, et on m'a prêté un deck Reanimator. Donc, moi, je commence à faire mes trucs, donc là, j'ai discard Griselbrand. En réponse, je vais faire Goryo's Revenge sur Griselbrand. Le mec fait, en réponse, je vais faire crop rotation sur mon land et je vais chercher Bojuka Bog. Et moi j'étais là genre, oh Ouais. Ça, j'ai jamais vu ça en Commander. Et ça, c'est une bonne interaction. Et voilà, et c'est juste pour dire, des fois, il y a des interactions que vous avez jamais vues ailleurs et que vous allez trouver dans d'autres formats. Et pareil, toi, tu parlais du Commander. En Commander, il y a des choses qu'on voit jamais. Genre, pour moi, le Commander, c'est un format qui est beaucoup plus synergique. Et des fois, on a tendance, en tant que joueur de 60 cartes 1v1 compétitif, à surtout aller chercher les grosses cartes, aller optimiser un peu le deck building, etc. Et je trouve que se replonger de temps en temps dans une game de Commander, c'est hyper intéressant parce que c'est un format où... toi, tu disais que tu n'es jamais en recherche de card advantage, et au contraire, moi, je suis pas d'accord avec cet argument-là parce que... Ouais. Pour moi, un de mes axiomes de deck building en Commander, c'est si une carte, elle en vaut pas 3, elle a rien à foutre dans ton deck. Parce que faut pas oublier que tu as 3 adversaires, et quand tu fais du 1 pour 1, c'est jamais du 1 pour 1 que tu fais en fait. Ah oui, moi je parlais de Dual Commander, pardon, c'est vrai que... Ah pardon, ok. Oui, ouais. Ok, d'accord, pardon. Bon, du coup, je retire ce que j'ai dit. Non, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que moi, les multi, c'est pas du tout ma cam, donc il faut me forcer pour que j'en parle en général. Mais du coup, voilà, pour moi, tu vois, le Commander multijoueur, du coup, c'est un format que je trouve intéressant parce qu'en général, tu vas aller chercher la synergie. Tu vas aller chercher à faire du 1 plus 1 égale 4, ou du 1 plus 1 égale 5, ou 12, ou n'importe quoi. Parce que t'es obligé en fait, parce que sinon tu vas vite tomber à court de ressources, et parce que tu vas te faire submerger par les autres joueurs, parce que tu vas commencer à développer ton board et que tu vas prendre 3 removals de 3 joueurs différents, et du coup à chaque fois il faut avoir les reins solides, il faut se relever, etc. Et en général, les meilleurs decks en Commander, ce sont les decks qui sont les plus résilients, ou les decks qui combo de nulle part, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais c'est les decks qui vont avoir vraiment une grosse résilience, et donc voilà. Donc c'est quelque chose que... C'est un conseil que je donne régulièrement aussi, avec lequel je suis très en phase. C'est jouer à d'autres choses. Jouer au Dandan. Le Dandan, c'est trop bien, le Dandan. Le Dandan, ça vous apprend la pile. Ah, pour le coup, mais ça va, c'est pas que la pile, c'est vraiment... Genre le Dandan, c'est la forme la plus pure des Magic. Parce que tu joues, les deux joueurs ont le même deck, c'est un miroir. Bon, déjà, les miroirs, on en a pas parlé, mais c'est vraiment là où tu progresses le plus techniquement, parce que t'as pas d'avantage de match-up, t'as pas d'avantage de cartes. Donc, il faut que tu trouves la meilleure manière d'utiliser tes cartes. Et le Dandan, alors, évidemment, après, il y en a plein de variantes, mais
souvent ça te force à rentrer dans la tête de ton adversaire. Et j'ai joué à un dandan, il y avait un bootcamp il n'y a pas si longtemps où quelqu'un avait amené le sien, et c'était un dandan où tu tuais avec Thunderous Fras, donc le miracle qui colle 5 dégâts. Et du coup, le deck entier, c'est que des portents, des prédicts, des cartes qui réarrangent le dessus de la bibliothèque pour piocher le miracle au bon moment, parce qu'il faut que ce soit la première carte que tu pioches dans le tour. Et du coup, si tu setup ton miracle et que l'oppo pioche en réponse à ton upkeep, par exemple, avant que tu aies pu prendre ta draw step, c'est lui ou elle qui peut te mettre 5. Et donc, tu es tout le temps dans cette tension permanente de quelle carte mon adversaire a en main à partir de comment il a joué. Enfin, c'est vraiment, t'es obligé de lire la main adverse, parce que sinon tu te fais démolir, quoi. Tu peux prendre 20 points avant d'avoir mis tes premiers 5 si tu joues juste tes cartes au hasard. Donc vraiment, c'est des expériences très très formatrices. Mais ce que j'aime beaucoup avec le Dandan Thunderous Vras, c'est qu'il y a que, si je me trompe pas, il y a genre 9 cartes différentes, parce que tout est en x8. Et oui. Il y a vraiment cet aspect jeu de société que je trouve hyper intéressant, et mind game. Et je sais plus si c'est je crois que c'est Charles qui décrit les Magic comme un mélange entre les échecs et le poker, et je trouve que le Dandan c'est un peu ça. Ouais, tu pousses un peu. C'est vrai que Dandan, t'as l'aspect bluff du poker qui est assez poussé par rapport à une game de Magic normale. Et t'as plus la connaissance, enfin le format est connu en fait. Tu sais ce que ton adversaire va jouer, il n'y a pas de surprise en fait. Il n'y a pas de one-off bizarre ou de trucs que t'as pas vu venir, ou de cartes que t'as pas vu tourner dans un draft, ou des trucs dans le genre, quoi. Enfin bref. Est-ce que vous voyez d'autres axes d'amélioration que ce qu'on a donné pour l'instant? Des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites ou pas évoquées? Après, ça va être un peu... Comment dire, il y a beaucoup de paliers différents que tu peux passer au cours de ta progression en Magic, mais ça va dépendre des uns et des autres. Donc, on pourrait en parler pendant très longtemps. Hein. Moi, un des paliers vraiment, un des moments où j'ai eu un déclic les plus importants dans ma carrière, mais après ça va parler ou pas aux gens, c'est quand je me suis rendu compte que parfois ne rien faire c'était mieux que de jouer une carte. Et ça, je l'ai appris en regardant jouer Wafo, Guillaume Wafo-Tapa, qui est le maître de contrôle français, un Hall of Famer, et quelqu'un qui joue vraiment que contrôle, qui s'est spécialisé là-dedans. Et ce qui le caractérise, c'est vraiment la patience. C'est quelqu'un qui est extrêmement patient, qui souvent va laisser l'adversaire se développer avec l'objectif de, quelques tours plus tard, tirer plus de value d'une Vras ou avoir le temps de construire la main parfaite. Hein. Et ouais, quand tu le regardes de jouer, t'as plein de moments où tu te dis, moi j'aurais bougé, j'aurais réagi en fait, j'aurais été dans la réaction immédiate, j'aurais vu une bête, je l'aurais tué. Et lui va attendre une meilleure fenêtre, attendre de faire plus de value avec son anti-bet en se disant si je joue pas mon anti-bet, l'oppo va peut-être se dire que je l'ai pas, et du coup en rajouter, et c'est comme ça que je l'attrape. Hein. Et donc vraiment t'as cette vision à long terme quoi, qui parfois implique de ne rien faire, et pour moi ça a été un vrai déclic. Et toi, Dibou, ça a été quoi ton déclic? Je pense que mon déclic, parce qu'en parlant de ça, j'ai eu un petit soubresaut de quelque chose. En fait, je sais pas si j'ai vraiment un déclic à proprement parler, mais par contre, je sens quand je joue mieux. C'est très bizarre à expliquer comme sensation, c'est très bizarre à dire ça comme ça, mais il y a vraiment des parties où... Je pourrais pas te dire, mais je sens que j'ai fait un bon move, je sens que j'ai fait un bon play. Je sens que, en fait, j'ai changé ma manière de jouer de d'habitude. Et de cette nouvelle façon de voir les choses, ça m'a amené une autre façon, ça m'a amené en fait une récompense directe à la table. J'essaie de trouver un exemple concret parce que dit comme ça, c'est très nébuleux. Il y a beaucoup de vapeur dans ce que je raconte. Mais je pense que c'est marrant que du coup que JE tu parles de ça, mais littéralement et je pense qu'il y a beaucoup de gens en multi-EDH qui sont dans cette mentalité de moi de toute façon quand j'ai pas en dessous de 10 points de vie tout va bien, vraiment je m'en bats les reins, on peut venir me chercher, on peut me coller 20 dégâts, de 40 je passe à 20. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid, mais premier degré, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et c'est en dessous de la barre des 10 que là, je commence à m'affoler. Et en fait, je suis quelqu'un qui, depuis un petit moment, et j'ai l'impression que ça marche entre guillemets plutôt bien, prend beaucoup, ne joue pas énormément, tu vois, laisse couler. Et alors qu'on s'y attend pas, je vais avoir la réponse adéquate.
je vais avoir le bon anti-bet, je vais avoir le bon contre-sort au bon moment. Et ça, tu vois, c'est des choses que je faisais pas forcément il y a de cela quelques temps et qui commencent à se mettre en place depuis quelques mois, on va dire, et qui font que je sens une amélioration. Et c'est bizarre, mais je sens, dans mon esprit, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Alors je sais pas si c'est de l'endorphine, je sais pas s'il y a des trucs psychiques, tu vois, ou de l'adrénaline ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est ouf de se dire qu'en fait il suffit juste de changer son prisme, de vraiment se dire allez, cette fois-ci tu vas pas faire ce que tu fais d'habitude, tu vas juste le dealer un tout petit peu, ou tu vas plutôt jouer cette carte à la place d'une autre, et boum mec, ça t'ouvre le champ des possibles. Et quand le champ des possibles est ouvert, mec, t'as l'impression t'es Gandhi. T'as l'impression mec, tu sais tout, t'es omniscient, tu vois la frame, t'es dans la matrice. Et ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, c'est très plaisant comme sensation. Tu sais qu'on a un mot pour ça, hein. Genre Le flow. nous on appelle ça la zone, nous on appelle ça T'es être dans la zone. Ouais, on appelle ça être dans la zone, et c'est vraiment un truc qui est parlant, je pense, pour plein de joueurs compétitifs, hein, ce que tu décris. Enfin, si j'ai bien compris. Mais ouais, cet état de voilà, tu sens le flow, le flow de la game, t'es dans le rythme de la game, et tu sais ce qui va se passer. Alors tu sais pas forcément ce qui va se passer, mais t'es jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit. T'es toujours voilà, t'as toujours mentalement anticipé ce qui pouvait se passer. Ouais. Et t'as la réponse qu'il faut à ce moment-là. Et c'est hyper agréable, hein, et c'est dur d'être dedans tout le temps, mais c'est ça qu'on recherche aussi, et c'est pour ça qu'on s'entraîne, parce que c'est vraiment le meilleur feeling. Ouais, de fou. Oui, je pense que on parlait de gagner, mais au final, est-ce que c'est pas ça finalement le but ultime de Magic? C'est pas de faire ce que ton deck il a envie que ton deck fasse ce que tu as envie qu'il fasse, ou juste d'avoir réponse à tout, d'avoir tout anticipé et te dire ok, le tour prochain j'ai gagné en fait. Ah bah, moi, clairement, le meilleur feeling pour moi, genre au-delà de gagner des parties à enjeu, c'est quand je suis en caméra et je suis dans cet état-là, et je fais des plays qui paraissent trop bizarres aux gens qui regardent la partie, et moi, en regardant après coup, je me dis, mais ouais, mais en fait, genre, je savais ce que je faisais, quoi. Bah, c'est beau ça, putain, c'est beau. Mais oui, évidemment, moi je suis fervent défenseur de cette façon de penser, évidemment. Faut pas voir la fanité comme elle est, et finalement le petit mème à la The Office il est vrai, tu vois, et même cette façon de penser qui est, mais en fait moi je m'améliore quand je joue à Magic, je m'améliore, c'est ça le but, mais cette phrase elle résonne terriblement en moi, tu vois, c'est vraiment ce que je recherche à chaque game que je fais à Magic, c'est m'améliorer, voir qu'est-ce que j'ai, tu vois, petit débrief d'après game, où j'ai pêché, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois, et tout ça tu le stockes dans ta mémoire, et pouf, ça fait des archives. Et après quand tu lances une nouvelle partie, hop, ding 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 ding, attention, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a de cela 3-4 semaines, ça sent quand même vachement la même chose. Qu'est-ce que tu fais? La même chose en te disant que c'est différent, ou tu sens la douille et tu fais autre chose? Et vraiment ce sentiment là, pour moi il a plus de valeur qu'une victoire. Par contre effectivement, comme le dit JE, quand tu gagnes, bah, quelque part ça prouve que tu t'es amélioré. Moi si j'ai ce sentiment là avec un deck que j'ai construit, et que un tueur de Magic l'Assemblée m'a aidé aussi à build, un Yves Mizzet Guild Pact, donc le dernier d'Yves Mizzet, qui te dit bah, plus tu as de permanent de guild, plus tu vas gagner de points de vie, plus tu vas faire de dégâts, plus tu vas piocher. Donc ça te force à avoir des bicolorités sur le terrain. Moi la mécanique me plaît, je la trouve marrante, donc let's go. Et je pense que c'est mon deck le plus abouti, c'est mon deck le plus bien, enfin qui est bien ficelé, bien deck buildé. Et quand je gagne avec, au-delà du fait qu'effectivement bah, le deck est fort, parce que bah, des staples entre guillemets de Orzhov, Simic et toute la compagnie, c'est facile à faire, mais arriver à faire une sorte de petite synergie, bah, c'est pas dégueulasse non plus. Et je sens bizarrement qu'avec ce deck je joue mieux en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des decks bah voilà, je joue ce que j'ai à jouer, et on advienne que pourra. Et avec celui-là j'ai vraiment l'impression que je step up en fait. Genre c'est le deck est bon, du coup je dois être un meilleur pilote, et du coup bah ça me fait franchir un gap. Et c'est très bizarre parce que c'est pas avec les potes, c'est littéralement m'écartez-moi. Donc ça paraît très obscur, mais il y a des decks, j'ai l'impression, qui font que t'es meilleur aussi. Bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que t'auras beau être le meilleur, enfin merde, je me suis perdu dans ce que je voulais dire.
Je pense que le plus important quand tu joues, en tout cas quand tu joues en 1 contre 1, en multi, je pense que c'est encore différent, mais c'est important d'avoir un deck soit que tu as fabriqué toi-même, soit dont tu comprends la philosophie. Et du coup, je pense que si ça résonne autant avec ce Nid Mid-Z, c'est parce que c'est toi qui l'as construit, c'est toi qui as choisi chaque slot, chaque carte que tu as mise dedans, tu sais ce qu'elle vient foutre là-dedans. Et il y a cette importance-là, en fait, juste d'avoir en fait un deck qui te correspond. Pour faire une image vraiment nulle, si tu donnes un M16 à un samouraï, il va vraiment très mal se battre. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Mais il y a cette idée-là, en fait, de... ouais, c'est peut-être pas fort un katana contre un M16, mais si je sais m'en servir, j'ai des chances de gagner, en fait. Et j'ai des chances... Et juste aussi, je vais peut-être juste prendre mon pied parce que je vais savoir le manier, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a clairement des decks qui te permettent d'exprimer ton niveau plus ou moins. Enfin, moi, mon bébé, c'est Phoenix dans tous les formats où ça existe. Avec la Arclight Phoenix, du coup, la carte qui revient du cimetière quand tu joues 3 spells. C'est beau, ça. Et ça, c'est des decks, quand je les pilote, même quand c'est pas le meilleur deck du format, déjà, je prends du plaisir parce qu'il y a tout le temps plein de micro-décisions et j'adore ça. Mais quand il se trouve que c'est un deck tier 1 du format, j'ai vraiment le sentiment de pas avoir de mauvais match-up avec ce deck-là, quoi. C'est des decks avec lesquels tu peux te sentir imprenable si tu as suffisamment pratiqué avec, et c'est important. Après, la finalité, ça reste de pouvoir faire de même avec n'importe quel deck, et c'est pour ça que c'est important on en parlait tout à l'heure, mais d'élargir sa zone de confort. Genre, idéalement, moi, j'aimerais être capable de faire avec n'importe quel deck ce que je fais avec Phoenix, et j'en suis très loin, mais c'est quand même idéal de pas être limité par la qualité des decks que tu aimes dans un format donné. Après, on a tous nos personnalités et on a tous aussi du coup nos decks qui nous correspondent plus ou moins. On est bientôt à 1 heure de podcast. Et du coup, il va falloir clore cette première partie parce qu'on a une deuxième partie à enchaîner, je tiens à vous le rappeler. Et du coup, est-ce que vous auriez un petit conseil pour la fin de cet épisode sur comment s'améliorer, comment devenir meilleur? Comment s'améliorer, comment devenir meilleur? Eh ben, écoutez, réécoutez ce podcast. Prenez mes conseils, mais je pense prenez surtout ceux de JE. C'est très bateau et très esprit shonen et tout ça, mais je pense que prendre du plaisir, c'est vraiment... De toute façon, dans tout ce qu'on fait, parce que quelque part, s'améliorer, c'est aussi travailler. Donc c'est pas marrant. Mais si le fait de travailler, ça t'amuse et tu prends du plaisir, t'as gagné. T'as littéralement gagné. Donc, prenez du plaisir dans cette longue quête et ardue qu'est devenir meilleur à Magic. Je pense que c'est peut-être le truc numéro 1 qu'il faut mettre en avant. Et en numéro 2, écoutez JE. Je pense que c'est pas mal. Sauf pour du commandant multi. Évidemment. Moi, ce que je dis souvent en rigolant quand on termine une partie, je dis de toute façon, à la fin, celui qui a gagné, c'est celui qui s'est le plus amusé. Oh, c'est beau! Mais c'est beau ça! Mais il est incroyable! Je suis rempli de punchline. JE, c'est quoi ton conseil de fin? Alors, c'est bien parce que le écouter JE, ça met pas du tout la pression pour mon conseil de la fin. T'as un titre à défendre? Non, moi, j'aimerais bien. Je voudrais illustrer un point que j'ai déjà développé tout à l'heure avec une petite anecdote. À une époque, donc, quand je commençais un peu à perfer, mais pas vraiment, j'étais en train de me qualifier doucement à mon premier Pro Tour. Je faisais beaucoup de PPTQ, donc c'était ce qu'on appelle les WPNQ ou les DQ, ou je sais plus quel. Les qualifiers, quelque chose quoi. Ouais, voilà, quelque chose qualifier. Et donc c'était le premier stade de qualification au niveau boutique, et j'en enchaînais plein, et il fallait gagner pour passer au niveau suivant. Et donc régulièrement, chaque saison, je gagnais le premier ou deuxième PPTQ que je faisais, et après je passais le reste de la saison à attendre le tournoi d'après. Et c'est un moment où je pense que j'avais un peu heurté un plafond en fait, et je me sentais bien parce que je gagnais beaucoup, donc c'était pas forcément désagréable. Mais je me mettais pas dans les meilleures dispositions pour ensuite continuer à gagner au niveau Pro Tour une fois que j'en jouerais un. Et c'est à cette époque-là où j'avais dit dans un podcast ou en textuel sur un forum ou je sais plus quoi que voilà, j'avais un peu braque sur le fait que je gagnais mon premier PPTQ chaque saison. Et j'ai un pote, donc Rémi Fortier, dont j'ai beaucoup parlé parce que c'est un peu un de mes mentors à Magic, qui m'a dit « Écoute la chanson d'Orelsan, gros poisson dans une petite mare. » Ouais.
Et j'avais trouvé l'image rigolote. Après, j'avais écouté la chanson et c'était moins rigolo. Genre, c'était assez violent comme chanson. Ouais. Mais très très juste. Et je pense que souvent, quand on atteint un plafond à Magic et quand on est un compétiteur, donc voilà, quand ce plafond coïncide avec l'incapacité à gagner à un certain niveau, bah ça vient du fait qu'on a trop joué contre des gens du niveau d'en dessous en fait. On s'est trop défini par rapport aux joueurs de PPTQ de sa boutique, par rapport aux drafteurs du dimanche et que maintenant, bah, à un moment donné, il faut step up quoi. Il faut se préparer à affronter des gens qui sont plus forts parce que le chemin il s'arrête pas là. Et donc voilà, je pense que le meilleur remède quand on pense qu'on a atteint un plafond, c'est de mettre un peu son ego de côté et d'aller se friter avec des gens dont on sait qu'ils sont bien meilleurs que soi, ou en tout cas qui sont probablement bien meilleurs que soi parce que eux ils jouent au niveau du dessus dans le circuit. Et vraiment pas hésiter parce que la plupart des joueurs de Pro Tour ils seront très contents de partager leur expérience hein. Si vous leur demandez même de regarder une game qu'ils jouent en fait et de leur faire des retours, bah ils vont être très contents de le faire, mais il y a beaucoup de gens qui par ego ne passent pas cette étape là, se contentent de jouer leur game contre l'oppo et demandent à la fin bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, sauf qu'en tant qu'adversaire tu sais pas à quoi répondre parce que t'as pas vu la main, tu t'avais pas le contexte. Donc voilà, je pense qu'un des meilleurs outils c'est se faire regarder par quelqu'un de meilleur et prendre ses critiques à la fin de la partie. Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire, genre je vais sortir un papier, je vais vous noter tous les trucs tous les moments où vous avez misplay et je vais prendre mon pied et à la fin ça va être hyper instructif mais voilà ça demande d'être un peu d'être prêt à s'en prendre plein la gueule à la fin de la partie. J'imagine JE qui est derrière toi qui fait « T'es vraiment une merde, t'aurais dû faire ça ». Mais j'ai dû le faire une ou deux fois lifetime hein. Il y a très peu de gens qui m'ont un jour demandé ça. Mais c'est impressionnant quand même. Ouais, bah ça peut être impressionnant, c'est sûr. Hein, tu n'as pas forcément envie d'entendre ça. Mais voilà, parfois t'as atteint un plafond et ce dont t'as besoin, c'est d'un coup de pied métaphorique au cul. Et voilà, il faut pas hésiter à demander parce que je pense que souvent les gens sont prêts à vous le donner. Mais c'est marrant, c'est dans le versus fighting, c'est la même chose. Dans le versus, c'est simple, tu sais pas jouer, plutôt que de jouer contre un débutant. Il dit, viens là, tu vas jouer contre moi. Et le mec, c'est le plus fort du dojo, et mec, il te met dans la machine à laver, et il t'essore 20, 30, 40 games. Sauf que toi, tu prends une branlée et tu comprends pas trop, puis à un moment, en fait, tu te rends compte qu'avec du recul, il fait toujours les mêmes patterns. Il va toujours faire Hadoken, Shoryuken, Tatsu. Et à un moment, tu vas le voir, et c'est à ce moment-là que tu vas progresser. Alors, tu auras pris 15 fois le Tatsu, Shoryu, Hado. Et après, tu vas dire, attends, mais le bâtard, il fait la même chose. Bah, attends, je vais le contrer. Et quand tu sais le contrer, bah là, il fait autre chose. Et là, à nouveau, bah, tu vas reprendre 15 games dans la gueule en mode, mais putain, c'est pas possible. Et c'est vraiment hyper cool parce que il y a que comme ça, en vrai, hein, que tu apprends. En fait, il faut que ton ego, il se fasse martyriser pour que tu deviennes humble, que tu acceptes la critique et que tu puisses avancer. Et autre truc, si vous jamais voulez avoir des conseils de Thierry, monsieur Boa, n'hésitez pas à le soudoyer avec des ramen. Très bien, voilà. Ça, c'est le pro tips. C'est vrai, je confirme. C'est en fait, devenez un joueur de Dark Souls dans la vraie vie. Get good, c'est le conseil de la soirée. Moi, il y a un dernier truc que je voulais dire avant de passer à la suite. Pour moi, ce qui est important, alors tous les conseils qu'on a donnés avant sont hyper importants et prenez-les à l'aune de ce qu'ils représentent. Mais pour moi, le conseil qui, je pense, est le plus important et que j'aimerais vous faire passer, c'est avant de prendre les conseils, avant de vous dire « Ok, je veux augmenter mon win rate » ou alors « Je veux être meilleur en deck building », etc. C'est fixez-vous des objectifs, en fait. C'est quoi votre objectif ? C'est est-ce que je veux prendre la place de JE pour devenir champion du monde ? Ou est-ce que je veux juste prendre du plaisir, en fait, à ma FNM le vendredi soir ? Ou est-ce que je veux essayer de parfait dans un tournoi local à 64 joueurs ? Est-ce que, voilà. Parce que si vos attentes, elles sont trop élevées, vous allez forcément vous cramer et vous allez investir du temps, de l'argent, où le retour ne sera pas forcément positif. Donc, faites attention à ça, faites attention à vous. Protégez-vous, en tout cas, de ces retours-là et prenez un peu de recul sur les choix que vous faites et sur les décisions que vous prenez. Voilà, c'est mon conseil. C'est beau. En toute modestie. Et du coup, on arrive à la fin de cette première moitié d'émission. Comme d'habitude, je vous demande à chacun et chacune, invités et eux, une œuvre culturelle à transmettre à nos auditeurs, à nos auditeuristes d'ailleurs,
J'espère que vous êtes nombreuses à nous écouter, parce qu'on a beaucoup de mecs dans Magic, mais des fois c'est bien aussi d'avoir un peu de vent de fraîcheur féminin. Pia la Queen, hein. Pia la Queen, Pia, la véritable reine. qui veut toujours Ouais. pas venir dans mes podcasts. Oh, Non, c'est pas vrai, elle a pas le temps. Bref, du coup, donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à me proposer pour moi ce soir? Ça peut être évidemment, comme je le répète, une bande dessinée, un plat que vous avez mangé, un film, une chanson, un jeu, une carte Magic, n'importe quoi, un truc qui vous a fait vibrer. Écoute, JE, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, puisque t'as. Ouais. Allez, let's go. Alors, c'est évidemment un trésor littéralement national, pour moi en tout cas, coréen. Il s'agit du cheese dak galbi. C'est un plat qui mélange une moitié de poulet mariné et une autre moitié de fromage. Et tu laisses fondre et tu mélanges. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est un délire comme c'est bon. Le resto qui en fait sur Paris, puisque moi j'habite en région parisienne, c'est Jan, J-J-A-N, et je crois qu'il y a des points d'exclamation. C'est de la frappe, ça se partage bien évidemment, et c'est délicieux. La texture et la saveur est unique. C'est incroyable, c'est divin, je vous invite à le tester. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Quel arrondissement pour les Parisiens? Alors, arrondissement, je peux pas te dire, mais je peux te dire que c'est à côté de Saint-Lazare. Ok. Voilà, vraiment à 2 minutes de la sortie Saint-Lazare, dans la rue du Burger King et de la Fnac, pour ceux qui voient. Pour les sacheurs, c'est juste à côté. Et JE, si tu dis un gros poisson dans une petite mare, c'est cancel. Non, c'est vrai que j'aurais pu garder ça pour la outro, je suis pas très malin. Non, je vais parler d'un film que j'ai revu il y a pas longtemps et qui est toujours autant en masterclass à mes yeux, même s'il est un peu vieux. Alors moi je suis pas du tout un fan de films d'horreur. Et ce film, quand on regarde la jaquette du DVD et tout, ça ressemble à un film d'horreur, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça s'appelle The Cabin in the Woods. C'est un film de... alors c'est pas Joss Whedon, mais c'est un mec qui a beaucoup bossé avec Joss Whedon, donc c'est un peu... bon, il y a des points communs dans la réal, quoi. Et donc, c'est compliqué de trop en dire sans gâcher le film, c'est un peu un film à twist. Mais voilà, c'est un film sur lequel je suis tombé par hasard il y a un moment. Et je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Les films d'horreur, c'est pas trop mon truc, mais peut-être que celui-là va être meilleur que les autres. Et il s'est avéré que c'était incroyable. Mais du coup, c'est dur d'en faire la promo parce que j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit. Mais voilà, si vous pouvez trouver ça online, en streaming ou ailleurs, c'est une petite perle que je revois régulièrement. Alors moi, je vais rester du coup dans le côté un peu mystérieux. Je garderai l'autre pour la deuxième moitié. Moi, je voudrais vous partager un manga que j'ai découvert par pur hasard. Vous savez, ces recommandations à l'aveugle, on vous dit, il faut absolument que tu lises ça. Je t'en parle pas plus, mais lis ça s'il te plaît. Et ça m'a fait ça la dernière fois avec Les Oiseaux du Temps, qui est un bouquin, bon, peu importe, mais voilà. Je l'ai lu un peu en blind et c'était trop bien. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Time Shadows, aussi appelé Summertime Rendering, ailleurs, je sais pas, voilà. C'est un manga de Yasuki Tanaka. Dans ma dernière recommandation, je vous parlais de Alan Wake, qui est une putain de pépite, Remédiverse et tout le bordel, etc. Et Time Shadows, alors ça n'a rien à voir en termes d'histoire, hein, on est vraiment sur des opposés total, quoique. Mais on est un petit peu dans ce thriller avec rebondissement et ce truc super chelou qui se passe. L'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui revient sur son île natale parce que sa meilleure amie est décédée. Et il se passe plein de trucs super chelous. Tout est dans le titre, ça s'appelle Time Shadow, donc je vous laisse un peu présager, je vous laisse un peu vous imprégner de ce titre-là, juste pour ça. En vrai, je parle d'Alan Wake parce qu'il y a quand même des similitudes que je n'arrive pas à m'expliquer entre les deux œuvres. Ok. C'est incroyable, il y a un animé, si je me trompe pas, qui est sorti, moi je l'ai lu. J'ai lu c'est en 13 tomes, c'est terminé, c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. C'est une pépite aussi, franchement, lisez-le. Et ce que je vous invite à faire, si jamais vous le lisez, c'est de ne pas regarder les jaquettes. C'est très difficile, mais ne regardez pas les jaquettes parce qu'elles sont remplies de spoilers. Malgré elles, mais bon voilà. Donc Time Shadow de Yasuki Tanaka. Stylax.
Et ben merci à vous, auditeuristes, d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de nous retrouver la semaine prochaine, parce qu'il y a la deuxième moitié qui arrive, mais de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, et de même si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer des billets doux en MP. Vous pouvez retrouver Adibou sur Twitch, bien évidemment, twitch.tv/Adibou, ADYBOO. Je live du mardi au vendredi, de 9h à midi, donc en mode matinal, pour traiter des news, jeux vidéo, pop culture et évidemment, très régulièrement, parler de l'actualité TCG, majoritairement du Magic, énormément d'unboxing, un peu de l'Orcana aussi. Là en plus récemment il y a eu Bucky qui a été massacré, autant ban la carte, mais j'ai pas trop compris pourquoi ni comment, mais ils doivent avoir leur raison. Mais voilà, beaucoup de TCG, un peu de Star Wars aussi, et puis Altered quand ça sortira, voilà, on va être bien Tintin. Donc voilà, vous savez tout, Twitter, Instagram, un classique, mais pour le contenu pur et dur, c'est sur Twitch que ça se passe. De toute façon, si vous voulez voir la tête d'Adibou, vous ouvrez votre timeline Twitter, il est partout. Que chez toi ça, bon. Oui, c'est vrai, il n'y a que chez moi, je ne sais pas pourquoi. Et JE, où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver sur Twitch aussi. Je suis très complémentaire avec Adibou parce que moi je stream que le lundi soir à partir de 20h. Alors parfois ça me prend à d'autres moments dans la semaine, mais le créneau fixe c'est lundi soir. Donc je suis Jirock sur Twitch, JIROCK, et je fais surtout du draft. Et sinon j'ai un compte Twitter et j'ai un Discord aussi accessible via ma chaîne Twitch. Et vous pouvez me retrouver aussi sur le coverage officiel quand je suis en feature, ce qui arrive assez régulièrement lors des gros tournois, mais je peux pas le garantir. Voilà, et oui, et puis juste comme j'ai pas cité le réalisateur tout à l'heure, enfin j'ai cité un autre réalisateur, ce qui était pas très cool, celui qui a fait The Cabin in the Woods, c'est Drew Goddard, je suis allé rechercher sur Google. Voilà. Le mec se fact-check lui-même, ça c'est beau. Ouais, c'est un peu limite de créditer un autre gars qui a pas du tout fait le film, donc voilà, je préfère le dire. Et en attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était le Pince-Crâne. Bisous. Salut. Faut que tu dises au revoir aussi à Adibou parce que sinon ça fait bizarre. Au revoir. Au revoir.